Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour et un y a pas d'âge aujourd'hui avec encore plein de nouveaux rendez-vous, des nouvelles rubriques, des conseils, des astuces. Et aujourd'hui, David, il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Nos ados, est-ce qu'ils parlent français correctement en disant c'est carré dans l'axe, il y a air dans le frigo, c'est la D, ça va passer crème? Est-ce que vous arrivez à suivre vos petits-enfants quand ils réinventent la langue française? Pas sûr, il n'y a pas d'âge pour être en forme. La marche, vous connaissez évidemment, mais si on vous expliquait comment faire une bonne marche et pourquoi c'est si important sur la santé et sur le moral. Il n'y a pas d'âge pour s'informer. Des bistrots dans les EHPAD, c'est nouveau et ça fait du bien à tous les villages qui accueillent ces bistrots. Il n'y a pas d'âge pour avoir un animal de compagnie et si vous adoptiez un chiot ou un chaton en refuge. Il n'y a pas d'âge pour aimer le Made in France, Catherine, avec sacréfrançais.com. Les couettes Castex et les duvets Castex en plumes naturelles, vous connaissez? Eh bien, derrière ce nom se cache une belle histoire familiale depuis 1870. Et l'invité qui ne fait pas son âge, cette semaine, notre jeune marié, Hugo Frey, 94 ans. Vient de se marier, David. Mais oui, et notre coup de cœur de la semaine, on vous emmènera aux eaux de Thoiry pour passer un week-end avec vos petits-enfants en immersion. Vous allez dormir et observer la vie nocturne au plus près des animaux. C'est parti. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour parler le langage de nos ados. Et ça, je peux vous en parler. Si vous avez des enfants, vous êtes grands-parents, vous les entendez forcément communiquer entre eux. Et même peut-être vous parler. Mamie, il y a air dans ton frigidaire. Oh, j'ai raté mon éval de maths, c'est la D. Mais où est parti notre vocabulaire? La richesse de nos expressions, la richesse des mots de la langue française. Bonjour Karine Dijoux. Bonjour. Alors, vous êtes enseignante au collège à Paris. Est-ce que vous êtes inquiète pour la langue française? Est-ce que vous êtes inquiète lorsque vous rentrez en classe? Est-ce que vous avez l'impression que le niveau a baissé en français? Alors, je ne suis pas inquiète, pas du tout, mais je reconnais que ce n'est pas le niveau d'antan, notamment au niveau de l'orthographe. En revanche, tout ce qui concerne le vocabulaire, ce qui m'impressionne, c'est que les élèves ont leur vocabulaire entre eux, leur langage, mais ils savent très bien s'adapter quand ils sont face à nous et ils adoptent un autre langage. Alors ça, c'est vrai, je l'ai constaté parce que moi, j'ai une ado à la maison. C'est vrai que je les entends parler entre elles, c'est absolument inaudible. Mais en revanche, en société ou lorsqu'on est invité quelque part, elle reprend une position tout à fait différente. C'est vrai. Et heureusement. Est-ce qu'il y a le respect du professeur une fois qu'il rentre dans la classe, justement, par rapport à ce que dit Catherine, est-ce qu'il s'applique ? Il y a un respect du professeur parce que c'est à nous de l'instaurer. Je vois, pour parler de ma pratique, dès le début, j'instaure des règles très rigides presque, mais ils ont besoin d'un cadre, notamment quand on est dans des établissements qui ne sont pas forcément privilégiés. Le cadre n'est pas forcément donné à la maison. Et quand on instaure ça, ils sont très respectueux. Pour vous donner un exemple, moi, quand je fais l'appel, ils doivent me répondre présent ou présente. Ils ne doivent pas dire « ouais, je suis là », etc. Et si jamais ils disent « là », je les reprends, je dis « non ». Et tout de suite, ils jouent le jeu parce qu'ils se rendent compte que ça permet de se poser et ensuite d'être calme pour le cours. Et est-ce que ce vocabulaire à l'oral disparaît à l'écrit? Est-ce qu'à l'écrit, justement, ils font attention aux mots qu'ils emploient? Ça dépend évidemment des élèves. De temps en temps, je retrouve des mots typiques de l'oral ou surtout typiques des réseaux sociaux ou des messages comme MDR qu'on peut voir dans des copies. Mais en général, je trouve qu'ils arrivent à faire la distinction entre les deux. Je reconnais qu'il y a quand même un appauvrissement du vocabulaire malgré tout. Alors, vous parlez des réseaux sociaux, justement. Est-ce que vous ressentez un manque de motivation pour la lecture? Parce que le temps pris pour les réseaux sociaux est pris sur le temps de lecture. Je me suis beaucoup posé la question, et même d'un point de vue personnel, j'ai remarqué que quand je passais du temps sur Instagram, pour ce qui me concerne, je passais beaucoup moins de temps à lire. Mais pour les élèves, à partir du moment où il y a toujours ce cadre qui a été posé en cours, où ils savent qu'ils ont un livre à lire, là j'ai fait le test actuellement, j'ai remarqué qu'ils ont tous lu le livre que je leur ai demandé de lire et ils arrivent à faire la distinction. Donc certes, ils passent beaucoup moins de temps à lire qu'avant parce qu'il y a d'autres tentations, mais malgré tout, ce n'est pas du tout une situation désespérée.
D'accord. Et alors justement, dans cet appauvrissement du français ou dans ce renouveau, parce que la langue française est une langue qui a toujours évolué, qui est en constante évolution même d'ailleurs, est-ce qu'il y a des exemples, des choses qui vous font mal aux oreilles quand vous les entendez? Parce que par exemple, moi, il y a un truc que je peux pas, alors les journalistes l'emploient, dans les films on le voit, c'est quand les gens disent « c'est » au lieu de « ce sont ». Ça c'est un truc, alors... Aujourd'hui, ça s'est banalisé. Ce sera la petite phrase pour son Instagram, justement, voilà. On en parlera. Non, mon épitaphe, le jour où je décéderai. Non, est-ce qu'il y a des choses qui vous font mal aux oreilles, concrètement, Karine? Moi, ce qui m'embête, ce sont les tics de langage. Et c'est pour ça que j'ai instauré ça sur mon compte Instagram, mais également en cours. Le mardi, je fais la rubrique « On ne dit pas ». Et aujourd'hui, j'ai révisé le « On ne dit pas » de mardi. C'était, pour commencer l'année avec eux, c'est le fameux « du coup ». Du coup, qui est correct en français, mais qui est dit sans arrêt. Et je leur parlais justement des animateurs radio parce que les tics de langage, en général, ce sont des mots béquilles et je comprends qu'on en utilise. Par exemple, souvent, les gens qui s'expriment bien par ailleurs disent beaucoup « effectivement ». Pourquoi est-ce qu'ils le disent autant? Parce que ça permet de réfléchir à la phrase suivante. Donc, tous ces tics de langage comme « en vrai »,« en mode », du coup, en fait, tout ça qui vient entraver leurs propos, j'essaie de lutter contre parce que ça parasite le langage et j'essaie de faire en sorte que ce soit épuré et surtout, ils jouent le jeu. Et à la fin de l'année, mes élèves avaient totalement arrêté de dire ça, en tout cas quand ils étaient face à moi. Et est-ce que vous avez en cours une manière de fonctionner novatrice, on va dire, qui leur donne envie, qui suscite leur intérêt? Comment vous organisez un cours? Oui, depuis toujours, je commence le cours donc de manière très... protocolaire, comme je vous l'ai expliqué, avec un respect du professeur. J'instaure le silence parce que je leur dis bien que sinon on ne peut pas travailler. Et ensuite, je leur lis un incipit, c'est-à-dire le début d'un roman ou d'une nouvelle pour leur donner envie de lire par ailleurs. Évidemment, je ne vais pas prendre un livre trop classique. Je lis aussi beaucoup de littérature jeunesse. Je leur présente parfois des romans graphiques parce que ça les intéresse ou des bandes dessinées. Et le fait de leur demander simplement d'écouter, c'est quelque chose qui est en dehors du cours. Et ça fonctionne extrêmement bien et je conseille à tous mes collègues de le faire parce que c'est 5 minutes qu'on prend sur le cours, mais 5 minutes de gagner qui sont très précieuses pour la suite. C'est super. Et vous avez lancé sur Insta donc les parenthèses élémentaires. Moi, j'ai mis ma fille, elle vous suit. Donc tous les jours, pendant 365 jours, on ne doit pas dire, on doit dire et on apprend quelque chose. Et ça, je trouve ça formidable. Voilà. Et une petite astuce pour vos élèves, au lieu de dire du coup, ils peuvent faire comme Patrick Cohen ou François Hollande, c'est de faire des phrases de 3 mots, de prendre un grand silence pour réfléchir et 3 mots. C'est compliqué à écouter, mais ça fonctionne. Ça évite de mal parler le français. C'est vrai. Bon, merci beaucoup Karine. Merci Karine. Et on va se revoir prochainement pour parler justement encore de la manière dont les ados torturent la langue française. Merci et bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans un instant, il n'y a pas d'âge pour être en forme. La marche, vous connaissez. Et si on vous expliquait comment faire votre meilleur atout santé pour vivre longtemps avec une forme olympique? Il n'y a pas d'âge pour créer du lien social. Et si les cafés, les bistrots s'invitaient dans les EHPAD et les maisons de retraite pour rompre la solitude? Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Il n'y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Tout de suite, il n'y a pas d'âge pour être en forme, la marche, vous connaissez? Et si on vous expliquait comment en faire votre meilleur atout santé pour vivre longtemps avec une forme olympique? Il n'y a pas d'âge pour créer du lien social. Et si les cafés, les bistrots s'invitaient dans les EHPAD et les maisons de retraite pour rompre le silence et la solitude? Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être en forme, avoir un corps tonique, du souffle et être souple, et ce quel que soit votre âge grâce à la marche. Vous avez bien entendu, marcher ce n'est pas bon pour la santé, c'est excellent et ce n'est pas Ariane Golden, notre expert santé beauté qui est là avec nous, qui va nous dire le contraire. Bonjour Ariane. Bonjour à tous, je vais vous dire, il faut marcher. Il faut marcher. Alors, il faut marcher. Bon alors Ariane, pourquoi la marche est-elle si extraordinaire pour la santé? Et si on n'a pas pratiqué de sport depuis longtemps, est-ce qu'on peut s'y mettre facilement? Pas de souci. Ce qui est formidable dans la marche, c'est qu'elle est accessible à tous. Il n'y a pas de risque. C'est un mouvement naturel et vous n'avez pas besoin de prendre de cours.
Donc, c'est impeccable. On peut la pratiquer partout, à n'importe quel moment. Et vous, en fait, vous l'adaptez à l'intensité, à votre fatigue ou pas. Et ça s'adapte complètement. Donc, c'est un truc formidable. Vous n'avez pas besoin de matériel. Où vous allez, vous marchez. L'important, c'est de marcher souvent. Et surtout, si vous marchez trop vite, il faut faire attention de ne pas vous essouffler. Pour ça, il faut toujours pouvoir parler normalement quand vous marchez vite. Alors, on dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour. C'est vrai ou pas, ça, pour que Alors, ce il soit n'y a rien de efficace? scientifique autour de ça. Parce qu'on dit aussi qu'il faut un minimum de 5 000 pas par jour pour les femmes de plus de 60 ans pour diminuer de 40% le risque de mortalité en 5 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Non, l'important, ce que disent les médecins, c'est une demi-heure à 3/4 d'heure, entre 3 et 5 fois par semaine. Et si c'est tous les jours, c'est encore mieux. Alors, vous pouvez faire des petits marcher par exemple un quart d'heure, et puis vous allez au bureau, puis vous remarchez une demi-heure après. On peut, si vous voulez, cumuler. L'objectif, c'est de marcher le plus souvent possible et d'augmenter le rythme. Voilà, c'est tout. Et avec ça, vous êtes en forme. Alors concrètement, Ariane, quels sont les bénéfices de la marche, aussi bien sur le plan moral que sur le plan physique? Alors, d'abord, c'est très important. Marcher, ça rend heureux. Alors, c'est déjà bien. C'est-à-dire que vous allez sécréter ce qu'on appelle des endorphines, c'est l'hormone du bonheur. Et là, vous vous détendez, vous êtes déstressé. Pour les gens qui sont déprimés, c'est excellent. Et ça, c'est vraiment très bien. Non, mais vous avez bien vu quand vous marchez. Vous n'avez pas vu comme vous avez l'impression que vous avez la tête qui part, vous réfléchissez. Moi, je trouve ça formidable. Alors ensuite, autre avantage, ça fait maigrir. Donc ça aussi, c'est pas énormément, mais dans tous les programmes d'amaigrissement, on vous dit qu'il faut marcher tous les jours. C'est surtout bon pour le souffle quand même. C'est aussi pour le souffle, c'est contre les maladies, toutes les maladies cardiovasculaires, insuffisance coronarienne, hypertension artérielle, système veineux défaillant, tout ça c'est important. Et ça muscle aussi, parce que l'esthétique c'est important. Ça muscle, ça vous diminue les risques d'infarctus, les risques de diabète, et alors ça vous muscle le bas bien entendu, mais aussi le haut, les bras. Si vous prenez des haltères, c'est encore mieux, vous vous musclez encore plus. Ah oui, donc on peut faire des petits mouvements d'haltères. Oui, et vous pouvez vous mettre des petites haltères aux chevilles. Ah, très bien. Vous voyez, si ça vous êtes... très bien, non, ça c'est très bien. Difficile. Alors justement, est-ce qu'il y a une position idéale pour marcher? Parce que tout le monde... Une posture, oui, il faut quand même pas être déglingué. Il faut se tenir bien droit. Bon, il faut que les bras soient fléchis. Comme ça, et vous faites ça, parce qu'il faut que les bras bougent quand même. Donc on ramène les bras vers les épaules. Comme ça, quand vous marchez. Oui. D'accord, je ne vais pas vous... Vous allez bien, d'accord. Bon, et vous ouvrez bien votre cage thoracique, vous serrez les fesses, vous rentrez le ventre, et vous respirez bien en ouvrant bien la cage thoracique, et vous vous concentrez sur votre respiration. Enfin, moi, j'ai entendu un truc, si on marche souvent, on vit plus longtemps. Ça, bien sûr. Ça, c'est la phrase. Ça marche à tous les coups. À tous les coups. Donc ça augmente l'espérance de vie, la marche. Ah oui, bien sûr. Si vous voulez, surtout une marche rapide, on sait que ça diminue de 20% le risque de décès global avec une marche lente. Une marche à peu près rapide, c'est 24% la diminution de risque. Et ce serait d'autant plus vrai chez les personnes âgées entre 70 et 90 ans. Donc vous avez tout bénef. Hein. Et en plus, ça lutte contre le déclin cérébral. Il y a tout à gagner, à tous les âges. À tous les âges. Et il y a une marche qui est plus utile qu'une autre, enfin plus sportive qu'une autre, ou pas? Il y a des marches sportives. Là, je vous ai dit le walking comme ça avec les poids. Sinon, il y a la marche afghane, qui est très particulière, mais qui est une marche de méditation aussi et qui est très rapide. Bon. Et la marche avec de la respiration, parce qu'il y a des gens qui marchent en ayant une respiration adaptée. C'est ça. Alors la marche afghane, c'est ça. C'est-à-dire que vous inspirez sur tant de pas, vous bloquez sur un pas et vous expirez sur 4 pas. C'est très efficace. Et c'est très, très efficace. Et quand on marche en ville, est-ce que la pollution est néfaste ou est-ce que finalement, en marchant, on n'ouvre pas suffisamment nos poumons pour que la pollution vienne nous... Vous polluez autant en marchant ou pas en marchant. Donc on marche. Et surtout, je voulais vous dire sur la pollution, vous polluez autant à l'extérieur qu'à l'intérieur des appartements. Hein. Voilà. Donc, il faut marcher. Écoutez, merci beaucoup Ariane. Nous partons marcher en compagnie d'Ariane et de Catherine. Voilà, je vous recommande la marche, vraiment. Mais vous savez ce que je faisais? Alors, j'ai pas redémarré, mais partir de chez moi, je prenais un point, une destination, et 10 km le samedi matin, à 5h30, 6h. Je faisais ça l'année dernière. Et en fait, on découvre Paris, on a Paris à ses pieds, c'est formidable. Et là, pour le coup, tu respires plus sainement parce que tu as moins de voitures. Et franchement, c'est tout bénef et c'est magnifique. Et on se sent super bien. Et c'est valable aussi à Strasbourg, à Pau et partout en France si vous nous écoutez. Marchez. À très vite, Ariane. Sud Radio, il n'y a pas d'âge.
Beaucoup de nos proches ont dû et ou ont préféré quitter leur domicile pour poursuivre leur vie au sein d'une institution. C'est jamais de gaieté de cœur, la maison de retraite, l'EHPAD. Et nous savons que la rupture est difficile. Perte de repères, de lien social avec l'extérieur, les amis, la famille. Eh bien, nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, et si l'extérieur, si les discussions, si les rires, les liens amicaux pouvaient de temps en temps reprendre vie. Bonjour Antoine Gérard. Bonjour. Bonjour. Alors, Antoine, vous êtes cofondateur des bistrots Bertha, sociologue. Racontez-nous un petit peu cette histoire. C'est une histoire très simple. C'est un psychologue et une sociologue, une psychologue et un sociologue qui décident de changer l'EHPAD parce que c'est pas très gai. Et on a une idée qui est assez basique, qui est toute simple, que plein de directeurs ont déjà eu, qui serait de recréer un bistrot, un espace ouvert à tous les habitants du village au sein de ces établissements. La difficulté, c'est pas si facile que ça à faire. Et donc, nous, on s'est penché dessus et on pense avoir trouvé une formule pour réussir à rouvrir des vrais bistrots en EHPAD, ouvert à tous les habitants, avec de l'alcool, s'il faut, quelque chose qui ramène du sourire. Le vrai bistrot. De la vie. Exactement. Vrai bistrot. Et puis en plus, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce projet, c'est que de cette manière, vous luttez contre la dérive des EHPAD, puisque les gens extérieurs viennent dans les EHPAD, voient effectivement les personnes EHPAD ou maison de retraite, voient les personnes qui sont là, dialoguent avec elles, redonnent la vie. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui était dans votre projet au départ ? Oui, alors le but initial, c'est vraiment de remettre l'EHPAD au centre du village. Il faut arrêter de faire des EHPAD prisons qui sont à l'extérieur des communes, coupés de tout lien. Non, ça correspond pas du tout à ce que souhaitent les personnes qui y vivent. Et on a énormément de quartiers, de villages qui ont perdu ces lieux de convivialité un peu naturels que sont les bars, les cafés. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est réunir ces deux objectifs qui sont à la fois de recréer un lieu de convivialité au sein du quartier, au sein du village. Et si ces lieux ont disparu, c'est pour des raisons économiques. Et donc, on a trouvé une formule pour réussir à les rouvrir. Et pour cela, on passe par les EHPAD qui, eux, ont aussi besoin de s'ouvrir, de montrer que c'est pas si horrible que ça et d'apporter à leurs résidents de quoi un peu se divertir, s'amuser, une vie ordinaire, quoi. D'accord. Alors, bon, c'est clair qu'en plus, au-delà du lien social, vous avez un vrai rôle économique, mais vous pouvez pas faire ça tout seul. Donc, quel est votre modèle économique? Qui vous aide aujourd'hui? Alors, on est un petit peu à contre-courant pour l'instant. La dynamique est plutôt à plus de soins, plus de matériel médical, plus de médecins dans les établissements. Nous, on part un peu du principe que on aurait moins besoin de tout ça si les gens étaient plus heureux, plus satisfaits de leur vie sociale, si on arrivait aussi aux autres dimensions de leur vie. Donc, pour l'instant, d'un point de vue institutionnel, c'est vrai que c'est pas tout à fait l'air du temps. Maintenant, ça, c'est au niveau des institutions. Au sein de ces institutions, il y a des personnes qui comprennent tout à fait ce qu'on fait. Et donc, on ne désespère pas qu'ils arrivent malgré tout à nous aider, même si on n'est pas tout à fait dans l'air du temps. Et alors, vous avez besoin, pour votre projet, il faut des bistrotiers. Est-ce que vous arrivez à en trouver? Est-ce que c'est aussi facile que ça de trouver des gens qui veulent tenir ces lieux? Est-ce que les maires des villages ont envie aussi de vous aider pour redonner vie à leur village? Et qu'est-ce qu'on fait pour vous aider? Qu'est-ce qu'on fait? En deux mots, on a besoin de 3 acteurs. 4 si on compte le village. On a besoin d'un EHPAD qui va nous laisser à disposition un espace. Souvent, ça sera un espace extérieur puisqu'il n'aura pas l'espace au sein de ses murs. Donc, on va recréer ce qu'on appelle une annexe, quelque chose qui est dans son jardin, dans son parking, etc. On a besoin de nous qui allons nous occuper de la construction, des autorisations, de la partie administrative, de la partie un peu formation des équipes, etc. Et d'un bistrotier qui va venir gérer l'exploitation de ce bistrot, de sorte à ce que le bistrot ne coûte rien à l'EHPAD, qui de toute façon n'a pas les moyens de faire ça, et le bistrot va se rémunérer sur les ventes faites par son commerce. Et quelle est la réaction des EHPAD aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une demande? Absolument, on a eu beaucoup de demandes côté des EHPAD. C'est vrai que pour l'instant, on cherche plutôt des bistrotiers qui vont pouvoir incarner ce rôle-là. Et c'est là qu'on a plus de mal à les toucher, puisque quand on cherche à monter un restaurant, on ne pense pas immédiatement à dire peut-être que ce restaurant, je pourrais l'installer dans un EHPAD, ou ce bar, je pourrais l'installer dans un EHPAD. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a un peu ce défi-là. Mais côté EHPAD, ça se passe très bien. On a énormément de demandes.
Est-ce que vous avez une liste des villes pour lesquelles vous cherchez des bistrotiers? Dans les prochains mois, là, on en a trouvé à Nice, mais on en cherche encore à Toulouse, à Lyon, en Bretagne. Oui, on commence à avoir quelques endroits où ça va devenir nécessaire de trouver rapidement des bistrotiers. Bon, alors donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie de appel. devenir bistrotier pour recréer du lien et de la vie dans un EHPAD, vous nous écrivez. Ou même dans un village. Oui, ou un village, vous nous écrivez à Sud Radio et on transmettra effectivement à Antoine Gérard vos sollicitations. Une dernière question, Antoine. Quel est l'accueil des retraités? Ils sont ravis. Bien sûr. Ils ne demandaient que ça. On crée du lien social. Ils en veulent plus. Non, de leur côté, ça serait... Il n'y en a pas de souci. Non, puis ça leur permet de retrouver leur famille, leurs amis, même leurs relations d'avant dans un endroit qui est très convivial. C'est mieux qu'une chambre ou qu'un... Bien sûr. Bon, génial. Bon, merci beaucoup, Antoine, et à très vite pour cette très belle initiative. Et on espère que l'appel sera entendu. Et on va vous aider. À bientôt. Très vite. Merci, bonne journée. Alors Catherine, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et vous savez que pour rompre la solitude, il y a aussi un chouette moyen qui consiste à avoir un animal de compagnie. Alors on vous dit tout dans un instant sur comment adopter un chiot ou un chaton en refuge. Et il n'y a pas d'âge pour aimer le Made in France avec sacréfrançais.com. Des couettes et des duvets en plumes naturelles. Ça vous dit? Ça me dit. Allez, restez avec nous. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio. Tout de suite, Y a pas d'âge pour avoir un animal en refuge. On vous donne tous les avantages dans quelques minutes. Il n'y a pas d'âge pour aimer le Made in France avec sacréfrançais.com. Des couettes et des duvets 4 textes en plumes naturelles depuis 1870. Sud Radio, y a pas d'âge. Alors si en 2022, il y a eu plus de 239 000 animaux abandonnés, l'année 2023 n'est pas en reste avec une hausse pour l'instant de 15% d'abandon en plus. Depuis cet été, les 764 refuges français sont saturés et le nombre d'adoptions d'animaux abandonnés ne suit pas. Si vous êtes à la recherche on lance un vrai appel parce que si vous êtes à la recherche d'un nouvel animal de compagnie, pensez à l'adoption. Le petit compagnon qui va remplir de bonheur votre vie de famille ou votre vie de solitude vous attend sûrement dans un refuge et ça n'est pas Laetitia Barlerin, notre vétérinaire qui va dire le contraire. Bonjour Laetitia. C'est sûr. Bonjour Catherine. Bonjour David. Bonjour à tous. Alors Laetitia, est-ce qu'adoption rime forcément avec animal vieux et portant des séquelles de maltraitance? Ça c'est l'idée reçue, la plus courante. Et d'ailleurs c'est le premier frein, il semblerait, de l'adoption en refuge, c'est que beaucoup de personnes veulent un animal jeune, chaton, chiot, et se disent non, je vais pas aller en refuge, il n'y en a pas. Ce qui est faux. Il y a toutes les races, toutes les classes d'âge en refuge, toutes les races. C'est un peu le reflet de la diversité des chiens et des chats en France. Et savoir, par exemple, que l'été, il y a énormément de portées de chatons qui arrivent en refuge et dans les associations. Il y a beaucoup de portées de chiots aussi qui arrivent. Donc, si vous voulez un animal jeune, vous en aurez aussi dans les associations et dans les refuges. Donc, c'est pas... il faut vraiment se consulter et puis demander un petit peu ce qu'il y a comme animaux. Et puis, faites attention aussi, souvent on se dit mais les animaux en refuge, ils ont des troubles du comportement, ce qui est faux parce que les raisons d'abandon sont protéiformes. On peut avoir un abandon parce que le maître est décédé, parce qu'il y a un déménagement, parce qu'il y a une séparation, un couple qui se sépare et aucun des deux peut prendre l'animal, pour des raisons financières aussi. Donc l'animal n'a pas forcément des troubles du comportement. Et d'ailleurs, s'il en a, il faut savoir quand même que dans les associations, les refuges, il y a des professionnels, des éducateurs, des comportementalistes qui prennent en charge l'animal pour justement traiter ces troubles du comportement. Ouais. Alors, Jacques-Charles Fambonne parlait ce matin justement de la situation de l'abandon et des difficultés d'adoption. Il y a eu quand même pas mal de la part de la SPA de campagnes d'information pour expliquer ce qu'il en coûte, la responsabilité quand on adopte un animal. Donc justement, Laetitia, avant de prendre un animal de compagnie, qu'est-ce qu'on doit prendre? Rappelez ce qu'on doit prendre en compte. Combien ça coûte finalement une adoption? Alors, une adoption en elle-même coûte, parce que vous savez que les
associations, les refuges demandent quand même une participation, hein, c'est pas une vente, hein, c'est une participation aux frais qu'ils ont déjà engagés. Alors je sais que à la SPA, pour un chien c'est 270 €, pour un chat 170 €, c'est rien du tout par rapport, si vous achetez un chien ou un chat chez un éleveur, on est entre 800 et 2000 €, voire plus. Hein. Donc déjà, mais il faut savoir quand même qu'on s'engage pour 15 ans en moyenne, 15-18 ans hein, même pour le chat, et surtout on a évalué un petit peu ce que ça vous coûtait, les implications financières. On est dans les 800 à 1000 € par an en moyenne si votre animal n'est pas très malade. Donc faut aussi avoir puis un investissement en temps aussi, c'est-à-dire que le chien il faut le sortir, il faut prévoir les week-ends, il faut prévoir les gardes, le chat il faut s'en occuper. C'est pas une peluche que l'on met comme ça dans l'environnement. Et puis surtout la décision doit être collégiale, c'est-à-dire que moi je dis souvent on fait une réunion de famille et on décide si oui ou non on prend un animal, et on prend pas un animal pour l'enfant, on prend un animal pour tout le monde, pour la famille. Pour la et famille. Ça, c'est important. Alors, si on a pris la décision, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour adopter un animal en refuge? Alors moi, je conseille d'abord de regarder sur Internet les animaux qui sont à proposer dans les refuges près de chez vous. Pourquoi pas dans les associations aussi. Il y a des sites aussi qui s'appellent secondechance.org où il y a tous les animaux de France proposés à l'adoption. Et puis, si vous avez un coup de cœur pour un animal, vous prenez rendez-vous avec le refuge, l'association, vous y allez et faites attention parce que peut-être que l'association, le refuge va vous dire, écoutez, c'est pas un animal pour vous parce que pour des raisons XY, de conditions de vie, etc., de caractère peut-être aussi, et peut-être ils vont vous diriger vers un autre animal. Surtout, ne faites pas la chose de se dire, bon, allez, ce week-end, on va au refuge avec les enfants et on va revenir avec un animal. Non, il y a une réflexion à faire. Donc d'ailleurs, le refuge ne peut pas vous donner l'animal tout de suite puisque vous devez signer ce qu'on appelle un certificat d'engagement et de connaissance. Ça, c'est nouveau, c'est la loi qui le contraint. C'est-à-dire que c'est un certificat où pendant une semaine, vous avez une semaine de réflexion. Vous signez le certificat et vous avez une semaine pour adopter l'animal. Donc pendant une semaine, vous réfléchissez aux conséquences de cette adoption puisque vous avez des devoirs envers lui, vous avez des obligations, vous avez des contraintes aussi et c'est bien de réfléchir. Donc il y a un véritable accompagnement tout de même de la part des gens qui sont là dans les refuges pour nous aider à bien choisir. Et ils aussi connaissent l'animal parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont suivi pendant des jours, des semaines, des mois et ils connaissent son caractère. Donc c'est vraiment, fiez-vous à eux. Pour qu'ils s'acclimatent. Voilà, parce que souvent j'ai des gens qui me disent, oh oui, mais je voulais cet animal, mais le refuge je voulais pas, parce que si, parce que ça. J'ai dit, mais ils le connaissent mieux que vous, cet animal. Et il peut être malheureux chez vous, il peut y avoir des erreurs d'adoption. Les refuges, ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'abonne pas une seconde fois un animal. C'est traumatisant pour l'animal. On va se quitter sur ce mot, Laetitia. Merci énormément. On rappelle juste l'adresse mail, secondechance.org. Secondechance.org si vous voulez trouver un ami qui va venir remplir votre vie. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et oui, il n'y a pas d'âge pour être fier de notre savoir-faire. Et c'est vrai pour certaines entreprises qui le perpétuent, ce savoir-faire de génération en génération. Et ce matin, nous vous parlons de Castex, une très belle entreprise familiale, spécialiste du traitement de la plume depuis 1870 et fabricant de couettes et duvets en plume depuis l'an 2000. Bonjour Béatrice Nalpascala. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice des opérations de la manufacture Castex. Alors, bon, c'est vrai Béatrice, il ne fait pas encore très très froid, mais ça va venir. Dites-nous, comment fait-on pour reconnaître une couette, un duvet de qualité? Comment doit-on choisir? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'offres sur le marché. Quoi qu'il en soit, donc, les principes au niveau de la qualité d'un duvet, c'est de privilégier un duvet à très fort pouvoir gonflant. En ce qui concerne une couette, veillez à la répartition entre duvet et plumette. Car ce qui fait la noblesse et la qualité d'une couette, c'est le pourcentage de duvet. Plus il y a de duvet, plus la couette sera de qualité. Wow. Et alors justement, quelle est la particularité des couettes Castex? Cette plume qui est à l'intérieur. Oui, c'est un garnissage donc de haute qualité. Pourquoi? Un très haut pouvoir gonflant, on est à 700 sur une échelle de 300 à 800. C'est une mesure qui s'appelle le cubic inch, donc qui mesure le volume de gonflement quand on écrase le duvet. Donc ça, c'est le premier point. Nous n'utilisons que du duvet neuf. Donc le duvet neuf, ça veut dire que c'est un duvet qui est vierge.
qui a été ennobli mais qui n'est pas réutilisé, réemployé. Et donc là, dans les couettes, c'est très important parce que c'est ce qui permet d'avoir une très bonne thermorégulation puisque le duvet capte l'air et le maintient à la température corporelle. Ensuite, bien sûr, au niveau de la qualité de nos couettes et de nos oreillers, c'est qu'aussi nous utilisons des cotons de très belle qualité, coton bio, entièrement bio et exclusivement coton bio pour tout ce qui est nos couettes et nos oreillers en duvet de canard. Et donc du duvet français et exclusivement français. Il faut savoir que les palmipèdes issus d'élevage français sont bien plus gros et donc c'est de beaucoup plus beau très bonne duvet. qualité. Et alors, justement, est-ce que vous avez des labels et des certifications particulières puisque vous produisez en France ? Oui, absolument. C'est vrai que la valeur ajoutée, il faut aussi la prouver aux consommateurs. Et donc, de fait, nous avons 3 labels. La certification Origine France Garantie, et donc un organisme qui s'appelle Bureau Veritas vient chaque année faire un contrôle donc de ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire l'origine du duvet qui est mise en œuvre dans nos couettes et le fait que la fabrication soit bien faite en France, à Dax, puisque nous sommes dans les Landes. Ensuite, un deuxième label qui est un label Entreprise du patrimoine vivant, c'est un label d'État qui, tous les 5 ans, vérifie le fait que nous utilisons des procédés qui sont liés à des savoir-faire rares et d'excellence. Et dernier point, c'est le label Oecotex 100. C'est un label qui, lui, analyse l'innocuité de nos produits au niveau de la santé humaine et de l'environnement. Bon, alors vous travaillez en circuit court pour toutes les matières premières. Est-ce que c'est devenu compliqué aujourd'hui de produire en France et de maintenir une telle qualité ? En tout cas, c'est un engagement. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle est toujours familiale. Le capital est toujours géré par la famille. La 5e génération est au sein de l'entreprise. Donc, ça n'est pas compliqué, mais c'est une question de volonté. Certes, ça veut dire qu'en termes de prix de revient, on peut être plus cher que certains produits qui sont importés ou garnis de duvet asiatique. Là, il n'y a pas de synthétique. Voilà, il n'y a pas de synthétique. Nous proposons exclusivement des couettes naturelles en duvet vierge. Et donc, maintenir le savoir-faire en France, c'est aussi maintenir les emplois. Et donc, choisir une couette ou un oreiller Castex, c'est retenir une entreprise et donc être quelque part citoyen engagé aussi à travers les achats. C'est important. Et d'ailleurs, pour pouvoir tenir vos prix, vous avez choisi de privilégier la vente en direct sur Internet ou via votre magasin d'usine à Dax. Qu'est-ce que le e-commerce vous a permis concrètement et aussi bien sur la question du prix ? Oui, en effet, c'est-à-dire que le choix du e-commerce nous a permis d'enlever, je dirais, un élément dans la chaîne entre le fabricant et le client final. Et donc, il s'agit de vente directe à prix d'usine. Donc, que ce soit sur notre site ou au magasin d'usine, les prix sont identiques. Et ça nous permet de proposer des produits de très haute facture et haut de gamme à un prix qui va être aux alentours de moins 25 à moins 30% par rapport à un prix public qu'on va pouvoir trouver sur des réseaux de revendeurs. C'est génial. Génial. Bon, alors David a un king size, moi j'ai un queen size, vous pouvez vous adapter à la demande. Oui, c'est pas parce qu'effectivement on est une entreprise à taille humaine que on n'a pas la souplesse au niveau de la fabrication. Donc dans notre offre, il y a bien entendu des couettes pour toutes les saisons, pour toutes les dimensions de lit. Et la capacité, ça c'est l'avantage d'une PME, la capacité de répondre aussi à des besoins spécifiques ou une demande sur mesure. C'est super. Propose, ça, c'est un peu une exclusivité, mais des couettes notamment pour les lits king size en 200 par 200, et ça sur le marché c'est très peu présent. On a aussi des couettes couples pour les couettes, donc une couette qui va s'adapter parce que souvent les messieurs ont plus chaud que les dames, et donc la couette bithermique c'est aussi un élément. Bithermique. Alors on va vous réinviter pour la couette bithermique parce que ça, c'est important. La couette bithermique, le secret du couple heureux. Merci beaucoup Béatrice Nalpascala et à très vite. À bientôt. À vous. Merci.
Alors Catherine, est-ce que nous sommes ensemble jusqu'à 13h? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous pouvez partir. Alors dans un instant, eh bien, écoutez, nous allons rencontrer l'éternel jeune homme de 94 ans qui est Hugo Frey, qui vient de se marier. Et moi, je vous propose, pas à vous, tiens, aux grands-parents, je leur propose d'emmener leurs petits-enfants à Thoiry, passer un week-end. Alors vraiment, en immersion, vous allez dormir au contact des loups et des ours. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Et restez avec nous comme tous les dimanches sur Sud Radio. Nous avons l'immense plaisir de recevoir un invité très spécial. Il s'agit d'un jeune homme, Hugo Frey, qui vient tout juste de se marier à 94 ans. Et on lui souhaite tous nos vœux de bonheur, Hugues. Bonjour. Bonjour. Non, pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se marier, voilà. C'est vrai. Bah, tous nos vœux de bonheur, Hugues. J'ai une question à vous poser, Hugues. Quand on demande à Clint Eastwood quel est son secret pour rester actif et brillant à son âge, il a dit récemment « Quand je me lève tous les jours, je ne laisse pas entrer le vieux ». Est-ce que c'est votre secret à vous aussi ? Ah, lui, il a trouvé une formule. Moi, je ne suis pas un homme à formule. Hein. Non, je suis pas un homme à formule. Je vais vous dire tout simplement, quand je me lève le matin, je vais voir par la fenêtre, ou j'ouvre la fenêtre pour respirer l'air, sur savoir s'il est chaud, frais, mais je lève les yeux vers le ciel et je dis merci. Voilà. C'est merci la vie, et à partir de là, il me semble que je suis protégé. Voilà. Et son deuxième secret de jeunesse, eh bien, c'est Muriel. Voilà, c'est elle qui lui donne... Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Alors, ce qui m'ennuie un petit peu dans les interviews, c'est qu'on nous demande toujours de répondre par oui ou par non à une question. Quel est votre chanteur préféré? Alors, on est obligé d'en dire un, c'est-à-dire qu'on a 50 chanteurs qu'on adore et qui n'ont pas été cités. Alors, évidemment, si vous m'aviez demandé s'il y avait un autre un complément dans le fait d'être vivant, quoi. C'est évidemment vivant, mais pas seul, parce qu'on vivait avec... et moi, je me suis marié tardivement parce que je m'étais pas autorisé à le faire plus tôt, puisque j'avais juré, étant enfant, de ne jamais divorcer. Donc, tant que la mère de mes enfants était vivante, la mère de mes enfants, c'était ma femme, j'avais juré de ne jamais divorcer. Donc, je n'ai pas... J'ai tenu parole, et puis quand elle nous a quittés, eh bien, j'ai décidé de donner sa chance à son bonheur, le bonheur qu'elle méritait, qu'elle attendait d'ailleurs. Évidemment, elle attendait que je puisse être libre. Et bien maintenant, c'est arrivé à l'âge de 94 ans, c'est vrai. Ça a toujours été important pour vous d'être un homme de conviction et d'engagement? Ah, c'est fondamental. C'est fondamental pour moi. Je suis... oui, ça c'était impossible de faire autrement. Mais les gens vont me dire, mais alors pourquoi vous aviez une double vie? Non, j'ai jamais eu une double vie, contrairement à ce que certains journalistes ont dit. Je n'ai jamais été polygame. J'ai simplement, à un moment donné dans ma vie, continué d'exercer mon métier, un travail difficile, et que mon épouse, son parcours basé, ne pouvait plus assumer. Et évidemment, j'ai trouvé une jeune femme et par amour aussi, surtout par amour, qui est venue m'accompagner et qui s'est rendue indispensable. Ça fait maintenant 25 ans que je la connais. Et ben voilà, la vérité est rétablie. Merci Hugues. Alors Hugues, vous avez 5 écoles et 2 salles de spectacle qui portent votre nom, ce qui est quand même vachement bien pour un troubadour des temps modernes. C'est une belle réussite. Si on devait retenir quelques vers que vous avez écrits, desquels vous êtes le plus fier? Oh ben voilà, c'est une autre question où il faut répondre par une. Non, j'ai dit des vers, Hugues. J'ai dit des vers. Alors j'ai écrit récemment un quatrain, je crois on peut dire un quatrain, il y a 4-5 vers. Ils m'ont été inspirés par un curé de village, le village de Still en Alsace, et le prêtre, le père Joseph, m'a dit, il m'entendait dire du bien de ce village,
que j'ai connu à l'occasion d'un Noël, en 1945, et il m'a dit, pourquoi vous faites pleurer les enfants? Je vous aime beaucoup, j'aime vos chansons, mais vous faites pour les enfants. J'ai dit, je fais pas pleurer les enfants. Mes chansons vont peut-être émouvoir les enfants, c'est pas plus mal, quoi. Alors il me dit oui, le petit Céline, Stu Ball, Adieu Monsieur le Professeur, les enfants pleurent, et surtout le petit Anne Gris. Alors j'ai discuté avec ce père Joseph, et puis j'ai raccroché, et puis je me suis senti un peu coupable. Il trouve que je ne devrais pas faire pleurer les enfants. Immédiatement, j'ai pris un papier, un crayon, et alors que moi, je mets des mois et des mois pour trouver à écrire des chansons, en quelques minutes, j'ai écrit un quatrain que voici. Enfants inconsolables, de grâce ne pleurez plus. Dans cette modeste étable, votre âne est revenu. Pour la nuit de Noël, réchauffez l'enfant nu. Pour les nuits de Noël, réchauffer le petit Jésus. Oh, c'est super beau. Très beau. Alors justement, vous êtes papa, grand-père, qu'est-ce que vous espérez avoir réussi à transmettre à vos enfants, petits-enfants? Oh, c'est ce que le public qui me suit, parce que ça dépasse largement mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est tout un tas de jeunes qui trouvent dans mes chansons les valeurs qu'ils trouvaient autrefois dans des rassemblements de jeunes qui étaient souvent d'origine catholique, comme les scouts. Des choses comme ça. Et moi, je n'ai jamais été scout, mais j'ai chanté des valeurs qui se retrouvent dans le scoutisme, parce que le scoutisme, c'est l'humanisme chrétien. Alors, le quatrain que je viens de vous citer fait que cette chanson, maintenant, devient une chanson de Noël qu'on peut chanter dans les églises, ce que je fais maintenant, parce que je crois que actuellement, ce que je veux transmettre, moi, à la société, à notre société, bien c'est cette redécouverte d'un monde qui est en voie de disparition. Je ne suis pas un réactionnaire, je suis un réactionniste, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout en train de pleurer le passé, mais je trouve que on ne doit pas laisser disparaître nos églises, nos cathédrales et nos collégiales. Et donc il faut vigilant, voilà. Eh ben, on va se quitter sur ce mot. Merci énormément, Hugues, d'avoir été avec nous. Et on va rappeler que dans les mois à venir, vous avez 15 dates déjà de programmées. Vous serez entre autres à Saint-Brieuc, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, au Havre, à Besançon et, Hugues, à l'Olympia le 14 janvier 2024. Exact. Eh ben, on viendra vous voir. Ouais, et puis, je suis parti pour justement transmettre beaucoup de choses. À très vite, Hugues. À bientôt, Hugues. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. En cette période de rentrée, nous sommes tous un peu nostalgiques de nos vacances, n'est-ce pas, David? Mais oui. Eh oui, et les parents, les grands-parents s'affairent à trouver de nouvelles idées pour s'évader le temps d'un week-end, retrouver la légèreté de l'été. Eh ben moi, aujourd'hui, j'ai eu un coup de cœur avec David. Nous avons eu un coup de cœur, plus exactement, pour une escapade originale à découvrir en famille. Il s'agit de passer une nuit en tanière au cœur de la nature pour observer la vie nocturne des ours et s'endormir aux côtés des loups arctiques. Bonjour Christelle Bercheny. Bonjour. Bonjour. Alors, Christelle, vous êtes présidente du groupe Thoiry et là, vous nous proposez de faire corps avec la nature, d'être totalement dépaysé le temps d'un week-end. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe pendant ces nuits immersives. Alors, ces nuits immersives, elles sont nées depuis 2021 au zoo de Thoiry, où vous avez ce qu'on appelle les tanières, qui sont des lits sur pilotis qui ont été posés un petit peu comme une cabine de bateau et une sorte de poste d'observation où vous pouvez observer les animaux sans être vus. Et donc, vous ne les dérangez pas et vous êtes plongé dans leur monde animalier et surtout dans tous leurs bruits qu'ils peuvent faire jour comme de nuit. Et de nuit, croyez-moi, les loups s'en donnent un cœur joie, les coyotes, les ours et les bisons. Alors moi j'ai regardé sur internet parce que je ne suis pas venu, je vais venir. Hein. Ça c'est incontournable. Catherine m'a dit il faut absolument y aller avec les enfants. Mais alors j'ai regardé sur votre site internet et on peut vivre l'expérience avec. Il y a 2 packs différents qui sont proposés. Est-ce que vous pouvez me donner la différence entre les deux?
Alors, la différence, c'est si vous voulez passer au moins dans le package aventurier, vous avez les 2 jours dans le parc, les dîners, les petits déjeuners, une balade nocturne dans le parc, quelques ateliers avec les rangers en fonction la météo, où vous allez apprendre la vie animale, aussi bien celle qu'on peut trouver dans nos forêts européennes, comme dans ce qu'on peut trouver aussi les traces, les excréments, apprendre à reconnaître la vie animale. Et puis l'autre, vous allez passer simplement la soirée, avec tout ce que je vous ai dit, la soirée, la balade, etc., mais pas les 2 jours sur le parc. Et donc, vous passez un petit peu moins de temps sur le parc, mais par exemple, si vous voulez, vous juste pour une nuit déconnectée de la vie parisienne, et ben vous pouvez venir passer la nuit dans la nature et repartir le lendemain matin. Pour la nuit, il faut avoir une voiture ou pas? Pas forcément, on peut venir vous chercher également. On a nous-mêmes une service de voiture qui vient vous chercher à la gare, celle que vous souhaitez, qui est la plus proche. Et le confort dans la tanière, il y en a un tout petit peu ou pas du tout? Alors, c'est une aventure, hein. On parle bien d'aventure et d'immersion. Donc, on a un grand lit de 2 mètres sur 2 mètres, avec un chauffage, évidemment, un matelas chauffant, et si les nuits sont un peu fraîches. Et puis, on a un service bouillotte, et puis vous avez aussi une bouilloire. Et on l'aperçoit sur la photo, une petite nécessaire de toilette. Mais après, vous avez à l'extérieur, pas très loin, tous les nécessaires contemporains pour prendre une bonne douche chaude le matin. Il faut compter combien par personne? En fonction des saisons, on a à partir de 125 € par D'accord. personne, tout inclus. Oui. Déjeuner, les 2 jours dans le parc, etc. Donc ça, c'est les tanières, et vous avez le projet d'ouvrir des lodges. Et oui, ça c'est la grande révolution à Thoiry pour les éléphants. On a recréé 3 hectares de domaine éléphants avec eux-mêmes une grande maison de 1400 mètres carrés et puis 5 hébergements immersion nocturne où vous allez pouvoir vivre cette fois avec tout le confort contemporain cette nuit auprès des éléphants, et puis on réserve plein de surprises où vous allez être vraiment au plus près de l'éléphant. Génial. Et alors, en 2 mots, Christelle, vous avez un autre projet qui vous tient à cœur, c'est le Festival des Lumières Sauvages. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? 2 mots. 2 mots. 2 mots. Alors, 6e édition, 1500 lanternes qui s'illuminent toutes les soirs à partir du 29 octobre jusqu'au 8 mars à Thoiry. Génial. Génial. Merci Christelle Bercheny. Alors, merci à vous. Franchement, allez tous passer une nuit en immersion avec les loups et les ours, entre autres. Vous allez vivre une superbe aventure. Et avec votre couette thermo fixe. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec Catherine, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour la chronique Yabadage pour pousser un petit coup de gueule, et entre 12h et 13h avec plein de nouveaux rendez-vous. Bon dimanche à tous. Bien, bon week-end à Amusez-vous tous. bien. Ciao. Bon dimanche. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.